Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 23 juin 2026 et notre cher ami, notre frère John Elmer, est avec nous. Bienvenue parmi nous, John. Merci. Ravi d'être de retour, David. John, pour finir, on a eu le deuxième round de négociations entre l'Iran et les États-Unis sur les questions mentionnées dans le protocole d'accord, le document qu'ils ont signé. Oui. Et quand on parle des problèmes de fond, des vrais points de blocage entre les deux parties, c'est le dossier du Liban. Il a été longuement négocié et discuté pendant leur rencontre. Et si on regarde la manière dont J.D. Vance est en train de redéfinir la politique étrangère, peut-être que, comme beaucoup de gens sont très pessimistes sur ce qui se passe à Washington, ils n'ont pas envie de croire qu'il y a vraiment un nouvel élan, une nouvelle dynamique à Washington pour changer de cap vis-à-vis de l'Asie de l'Ouest. Mais quelque chose, surtout concernant le Liban, est en train de se passer. Et voici ce que J.D. Vance a répondu à la suite de sa discussion avec la partie iranienne. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Iraniens fassent du Liban un point aussi central qu'ils l'ont finalement fait? Et comment décririez-vous les avancées concernant le Liban? Je sais que M. Araghchi a parlé de très bons progrès, mais comment vous les qualifieriez? Oui, je dirais que c'est vraiment un très bon progrès. Enfin, regardez, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu régional, d'accord? On veut que le Hezbollah arrête de tirer sur nos amis en Israël, on veut que les Israéliens puissent vivre en paix, et on veut aussi s'assurer que quand il se passe quelque chose, ça ne dégénère pas en une escalade plus large. Donc je pense qu'on a été plutôt bon pour mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de désescalade. Mais en réalité, l'idée, c'est que quand un incident se produit, les deux camps se parlent vraiment. Parfois, vous savez, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Il y a un jeune soldat qui envoie un drone sans l'autorisation du haut commandement. Bon, évidemment, Israël doit réagir à ça. Mais parfois, cette réaction, on pourrait en fait avoir une situation meilleure et plus pacifique si Israël répondait dans le cadre d'une discussion en cours entre le Hezbollah, le Liban, Israël et d'autres partenaires de la région. Jusqu'à hier, vers 16h, heure de Bergenstock, il n'y avait pas vraiment de mécanisme pour mener ces discussions. C'est à ce moment-là qu'on l'a mis en place. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de dire d'abord qu'Israël, comme tous les autres pays de la région, a le droit à la légitime défense. Mais on veut s'assurer que tout le monde puisse exercer ce droit dans un contexte où l'on parle aussi de désescalade, pour éviter que ces conflits ne deviennent incontrôlables. Parfois, ce qui se passe, c'est que si le conflit devient incontrôlable, c'est pire pour la défense de chacun et pire pour la sécurité de tout le monde. Donc, on a mis en place un processus pour éviter justement que cette escalade ne se produise. Et je dirais qu'on en voit déjà les résultats. Au cours des dernières 24 heures, c'était probablement la période la plus calme qu'on ait connue. La situation au Liban, les 24 heures précédentes, était déjà plutôt bonne. Évidemment, il y a eu des tirs il y a environ 72 heures. Donc c'est un travail en cours. Mais ce qu'on a fait, c'est vraiment organiser l'opération de manière à s'assurer que ça ne devienne pas incontrôlable à l'avenir. Écoute, John, 2 points. Il y a à peine 2 heures, on a eu un rapport venant du Liban disant qu'il y avait des tirs en cours. Les Israéliens ont attaqué des personnes qui se trouvaient dans la forteresse d'Ali Taher parce qu'il y avait de violents affrontements entre le Hezbollah libanais et les Israéliens. Ils voulaient évacuer les corps des personnes tuées dans cette zone et les Israéliens ont tiré sur eux. C'est en train de se passer en ce moment même. Mais ce qui est important, c'est ce que J.D. Vance a dit. Pour la première fois,
Ils définissent un nouveau mécanisme entre l'Iran et les États-Unis. Il l'a dit clairement, et c'est quelque chose de nouveau. Le deuxième point, c'est que d'une certaine manière, les États-Unis reconnaissent le droit à la légitime défense, non seulement pour Israël, mais aussi pour le Liban. Ce qui veut dire qu'ils reconnaissent ce droit au Hezbollah. Le Hezbollah aurait donc le droit à la légitime défense. Quelle est ta lecture de ça? Quelle est ton interprétation? Eh bien, je dois dire non. Vance ne reconnaît pas que le Hezbollah ait un droit à la légitime défense. Il reconnaît que le gouvernement libanais en a un, et c'est différent. Mais revenons aux questions importantes que vous venez de soulever. Notre public a déjà entendu pas mal de choses sur ce que Vance a dit en Suisse. Assurons-nous simplement de bien comprendre à qui il s'adresse vraiment. Comme on l'a déjà dit ici, le vice-président Vance mène aujourd'hui une campagne très active et pressante pour devenir le prochain candidat républicain à la présidence. Il doit le faire, et il doit montrer clairement qu'il maîtrise les grands sujets qui comptent pour les partisans républicains. À la fois pour la base MAGA, qui soutient Donald Trump et son fils pour la succession, pour le Parti républicain dans son ensemble, et pour les électeurs situés entre les républicains et les démocrates. Vance doit les rallier, et vite, tout en donnant l'image de quelqu'un qui maîtrise la situation. Donc, il s'adresse au public américain, c'est ça qui compte, pas au public iranien ni au reste du monde. Ensuite, il faut bien le dire, et on a tendance à l'oublier dans le monde des podcasts, notre espace est plus large que celui des électeurs américains. La réalité, c'est que les électeurs américains se moquent complètement de savoir si des gens meurent ou non au Moyen-Orient. Dans les derniers sondages, si vous sortez de chez vous et que vous demandez à vos amis, très peu de gens, des électeurs américains, et encore moins ceux proches du Parti républicain, considèrent la guerre au Moyen-Orient comme un sujet important. Ce n'est pas une priorité. Alors, quels sont les vrais sujets importants? D'abord, la corruption en politique. Le rôle de l'argent en politique est devenu un sujet majeur pour les électeurs américains. On en parle beaucoup, on y reviendra, parce que la présence de Jared Kushner en Suisse et ce que Vance a dit à son sujet, c'est profondément corrompu. Bon, première chose. La deuxième, c'est l'inflation, le coût des soins de santé, et la question de savoir si, quand on est en danger de mort, on risque de mourir faute de soins à l'hôpital. Les soins hospitaliers, l'inflation et l'augmentation du budget fédéral, ce sont les grands sujets. Plus des 2/3 des électeurs américains y pensent. C'est à ça que Vance répondait. C'est ça le point important. Pour son avenir politique, pour le Parti républicain, face aux démocrates, il parle du coût des soins de santé, de l'inflation et du déficit du budget fédéral. En ce moment, la désapprobation nette du président Trump augmente, alors que ses soi-disant pourparlers de paix semblent gagner en élan et en crédibilité. Alors pourquoi? Parce que les électeurs américains ne voient aucun effet concret de ce qui se passe au Moyen-Orient, et certainement pas au Liban. En revanche, ils voient très bien le lien entre le détroit d'Ormuz, le prix de l'essence quand ils font le plein, et le coût des produits de base ou des soins de santé. C'est de ça que parlait Vance. Le vote en faveur de Vance est étroitement lié, d'abord à Trump, ensuite au prix du pétrole, et enfin à la situation intérieure aux États-Unis. Et ce n'est pas mon opinion personnelle. Les électeurs, eux, ne se soucient pas de ce qui se passe au Liban. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan tactique, ce que Vance vient de faire, c'est dire « nous allons régler la question du Liban ». En fait, nous allons aussi régler la question du détroit d'Ormuz. Nous allons régler les sanctions contre l'Iran à travers une série de groupes de discussion. Dans les journaux, on appelle ça une cellule de déconfliction pour le Liban. Nous, on va appeler ça un comité de haut niveau chargé de superviser le développement des points du protocole d'accord.
un groupe de travail technique pour discuter des questions nucléaires, un nouveau comité spécial de révision dominé par Kushner pour discuter et contrôler la libération des avoirs iraniens. D'accord? Maintenant, gardons bien à l'esprit, on y reviendra dans un instant, qu'il existe des divergences de factions à Téhéran. Vous pouvez nous expliquer, à moi et à notre public, comment ils perçoivent ces réunions de discussion. En gros, ce qui a été fait en Suisse, c'est de reporter tous les accords à des négociations futures. Alors, qu'est-ce que Vance, a dit exactement sur le conflit au Liban? D'abord, il n'affirme pas, et il ne prétend pas, qu'il existe un accord sur le retrait des troupes israéliennes du Liban. Sa manière de présenter les choses, c'est que si une personne de rang inférieur tire un drone, il parle du Hezbollah, il ne veut pas dire que le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais, encore moins qu'il participe à l'administration du pays dans son ensemble. Ce qu'il veut dire, c'est que la politique américaine correspond exactement à ce que veulent dire les Israéliens. Le Hezbollah doit être détruit. Mais dans la mesure où l'Iran a lié la survie du Hezbollah et le retrait des forces israéliennes du Liban à un règlement du conflit entre l'Iran et les États-Unis, conflit qui contrôle à son tour le détroit d'Ormuz, qui lui-même influence le prix du pétrole, et donc l'avenir de Vance. Tout ça est lié. Tout est lié, vous voyez. Alors, quand Vance dit qu'il y aura un mécanisme de désescalade, ce qu'il veut dire, c'est que les Israéliens continueront d'occuper le sud du Liban. S'il y a des tirs, qu'ils peuvent d'ailleurs provoquer, ce sera la faute du Hezbollah. Et à l'avenir, ce qu'on aura, ce sera des gens qui se téléphonent pour se rejeter la responsabilité. Ce n'est pas une solution. Et ce qui semble s'être passé, c'est une concession très importante du côté iranien, qui a accepté ce qu'on appelle le cessez-le-feu, un arrêt complet des opérations militaires, en laissant tout le monde sur place. Et ça, en retour, expose le Hezbollah à des attaques ailleurs au Liban, surtout depuis la frontière syrienne. D'accord? Donc je pense qu'il faut aborder les résultats des discussions en Suisse avec une bonne dose de réalisme politique interne. Les Américains ne se soucient pas vraiment qu'un génocide ait lieu au Moyen-Orient, que ce soit contre les Palestiniens, les Libanais ou les Iraniens. Ce qui les préoccupe d'abord, c'est ce qui se passe dans leur portefeuille. Et ensuite, Vance continue de leur parler en premier. Au passage, il a aussi dit qu'il avait consulté à plusieurs reprises les Israéliens pendant les discussions en Suisse. Il a davantage parlé avec eux, c'est-à-dire avec le gouvernement Netanyahou, qu'avec tous ceux restés aux États-Unis. Mais il sait très bien ce qu'il fait aux États-Unis. Donc, il faut être réaliste et comprendre que Vance pense que l'empire américain, pour ainsi dire, est en train de regagner du terrain au Moyen-Orient. Et il ne fait aucune concession sur les questions essentielles pour l'Iran. Maintenant, ce que l'Iran a aussi accepté, c'est Mohammad Ghalibaf, le chef de la délégation, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le numéro 2 de la délégation, c'est de poursuivre les discussions selon ce schéma. Des bavardages, encore et toujours. Bon, il semble qu'ils aient fait plusieurs concessions importantes, pas seulement sur le Liban. Apparemment, ils ont accepté, puisque Vance l'a dit, que les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, entrent en Iran avant même que les discussions techniques sur le nucléaire aient commencé, ou en tout cas, avant qu'un accord ait été trouvé. Les inspecteurs de l'AIEA, ce sont des espions pour l'Occident. C'est évident. Et pourtant, il semble que Vance ait exigé et que la partie iranienne ait accepté que ces inspecteurs viennent dès maintenant, plus tôt que prévu. Premièrement. Deuxièmement, Vance a annoncé un projet de Jared Kushner. Il l'a appelé le projet Jared Kushner.
Ce dispositif, c'est que les avoirs iraniens, l'argent liquide déposé dans les banques qataries, des revenus pétroliers accumulés en Corée du Sud et transférés au Qatar, tous ces avoirs iraniens sous sanction depuis des années ne seront pas libérés à moins d'être soumis à un comité de contrôle supérieur, une sorte de forum de discussion dans lequel Kushner décidera de quelles sommes seront débloquées. C'est un système de pot de vin. Et d'après la description qu'en fait Vance, Kushner partagerait ce pouvoir avec l'émir du Qatar. Donc, une double opération de corruption, à la fois pour les Américains et pour les Qataris, afin que l'Iran récupère son propre argent. L'Iran réclame depuis longtemps un remboursement important de 11 milliards de dollars sur ses fonds gelés, comme à compte, et 100 milliards supplémentaires à venir. C'est une autre concession majeure, encore une fois renvoyée dans un comité de discussion. Il y en a d'autres, mais je vais peut-être m'arrêter là un instant, et vous reviendrez vers moi avec d'autres questions. John, du côté iranien aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'aucune des installations nucléaires iraniennes endommagées ne serait accessible à l'AIEA. C'était une question précise des journalistes, parce qu'ils voulaient savoir si l'agence pouvait s'y rendre et où exactement. Il a répondu « Aucun de ces sites endommagés, ces sites nucléaires, ne serait ouvert à l'AIEA ». Mais le point essentiel, c'est ce qu'a ajouté le ministère iranien des Affaires étrangères. Ils ont dit qu'il était impossible d'y accéder avant de résoudre la situation avec le Liban, le dossier iranien et la question des avoirs gelés. Et puis, il y a les sanctions. Le régime de sanctions ne dépend pas de l'AIEA ni du Conseil de sécurité de l'ONU. Les sanctions primaires et secondaires, elles dépendent toutes du Congrès américain. Et on en est encore très loin. C'est pour ça, je pense, qu'on ne verra pas d'inspecteurs de l'AIEA en Iran de sitôt. S'ils y vont, ce sera peut-être sur certains sites, comme la centrale nucléaire de Bushehr, qui est sous contrôle conjoint. Enfin, il y a aussi une participation russe avec les Iraniens. Je suis content de cette mise au point, mais vous voyez bien pourquoi on en avait besoin. Vance l'a dit dans l'autre sens. Autrement dit, dès que les discussions ont échoué à Bergenstock, Vance a tenu un discours pour les électeurs américains et Arashi en a tenu un tout autre pour les électeurs iraniens. Et ça, c'est très important. Maintenant, regardons ce qui a été gagné et ce qui a été perdu pour les électeurs iraniens, parce qu'ils sont essentiels dans cette affaire et qu'ils ont beaucoup souffert, comme nous le savons tous. Du point de vue iranien, du point de vue d'un électeur, il est logique de vouloir conclure rapidement un accord pour que le pétrole iranien puisse circuler du puits jusqu'au terminal de stockage, puis vers les pétroliers pour être vendu. C'est donc très important que les sanctions américaines sur le transport et la vente du pétrole iranien sur le marché international soient levées. D'ailleurs, la dérogation à ces sanctions a bien été levée par le Trésor américain, mais seulement jusqu'au 21 août. En d'autres termes, une suspension de 60 jours. En même temps, si on regarde les choses du point de vue de Moscou, la dérogation concernant les ventes de pétrole russe, elle, n'a pas été renouvelée. Autrement dit, les États-Unis, qui sont en conflit avec la Russie à cause de l'Ukraine, n'ont pas prolongé la dérogation pour la Russie, mais l'ont fait pour l'Iran. Et selon Vance, cette décision vise à faire baisser le prix du pétrole et donc celui de l'essence dans le pays. C'est ce qu'il a expliqué aux électeurs lors de cette conférence de presse. Cela nous amène à la question suivante. Si le pétrole iranien peut sortir et que des pétroliers vides peuvent entrer pour le charger, cela veut dire que pour l'instant, le régime du détroit d'Ormuz est libéré à la fois du blocus américain, mais aussi du point de vue des États-Unis, libéré du contrôle iranien. Maintenant,
Si la partie iranienne, dans une guerre d'usure à long terme contre les États-Unis, renonce à son levier sur les électeurs américains, elle renonce aussi à son levier face aux négociateurs américains. La question devient donc, qu'a-t-on réellement convenu à propos du détroit d'Ormuz et qui sort gagnant, qui sort perdant de l'état actuel des discussions? Ces discussions portent sur la libération des fonds iraniens toujours sous contrôle américain et sur la libération du pétrole iranien, cette fois sous contrôle iranien. C'est nouveau. Mais qu'en est-il des réparations? Disons environ 20, 30, peut-être 40 milliards de dollars de pertes humaines et matérielles en Iran. Mojtaba Khamenei l'a dit clairement dès le début, le paiement des réparations est indispensable. Qu'est-ce que ce grand débat sur les réparations a vraiment accompli jusqu'à présent? Rappelons-le, comme on l'a déjà dit, la vente de presque tout le pétrole, c'est en soi une forme de réparation, non? Si elle était pleinement appliquée, elle rapporterait, en gros, 20 milliards de dollars par an à l'Iran, moins les exceptions accordées aux pays amis. Mais si cela a été abandonné, et ça l'a été, pour les 60 prochains jours, qu'est-ce que l'Iran a obtenu en échange en termes de garantie de sécurité de la part des Américains, des Israéliens et de la coalition du Golfe, comme Vance appelle les chèques arabes? Qu'est-ce qu'on a donné à l'Iran comme garantie que la guerre ne reprendra pas et que les réparations seront bien versées? Eh bien, tout ce qu'on a dit, c'est que ce fonds de développement de plusieurs centaines de milliards de dollars, disons plus de 300 milliards, destiné à l'Iran, est toujours sur la table, mais qu'il reste à discuter. Aucun engagement là-dessus. Souvenez-vous de ce que Trump a dit. Ce n'est pas de l'argent américain, c'est de l'argent arabe. Autrement dit, koweïtien, bahreïni, qatari, émirati et saoudien. Mais surtout saoudien, émirati et qatari. Ce sont eux qui versent des réparations à un fonds de développement en Iran. Et ça, on pourrait en parler pendant 100 ans s'il n'y a pas d'accord clair. L'argent doit être mis sur la table sans que Jared Kushner prenne sa commission, ni que Donald Trump soit soudoyé. Ce que je suis content d'entendre de votre part, c'est que le ministre des Affaires étrangères Araghchi a précisé que les inspecteurs de l'AIEA seront eux aussi informés sur la question suivante. Si nous n'avons pas de péage dans le détroit d'Ormuz, qu'avons-nous comme réparation pour l'Iran? Et enfin, il n'y a ici aucun engagement indiquant que les États-Unis se retireront de leur base au Moyen-Orient. En parce que White Sword. C'est un élément fondamental, n'est-ce pas, de la sécurité future de l'Iran face au risque d'une guerre permanente menée par les Américains et les Israéliens. Si les États-Unis parviennent à reconstruire ou à améliorer leur réseau radar, si les États arabes, les Émirats, financent tout cela, et si les forces américaines restent dans leur base, qu'est-ce qu'on a vraiment obtenu ici? Les États-Unis n'ont pas été chassés de la région. En réalité, la partie arabe de la région, qui craint encore plus l'Iran qu'avant, sera sans doute, selon Washington, de plus en plus encline à acheter la protection américaine. Tout cela, comme je l'ai dit, ce sont des manœuvres pour continuer à discuter sans donner l'impression d'une avancée réelle, ni de concession aux conditions de l'Iran. Politiquement, ça peut très bien passer aux États-Unis, même si les électeurs américains restent sceptiques. Mais M. Araghchi, lui, va devoir beaucoup plus expliquer en Iran ce qu'il a concédé et ce qu'il a obtenu. Oui. John, juste après l'arrivée de la délégation iranienne en Iran, ils sont allés à Oman. Ils ont eu une réunion. Et à l'instant, on vient d'apprendre qu'il y a une nouvelle déclaration des Iraniens et du gouvernement omanais. Dans ce communiqué, ils insistent, ils soulignent que le nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz sera mis en place sur la base d'un nouveau système de frais, un système administratif, ou comme ils l'appellent, un système de service. Mais ça va se faire. C'est confirmé, et la nouvelle déclaration vient tout juste de sortir.
Je pense que le détroit d'Ormuz est le point le plus important dans toute cette communication sur ce qui se passe. L'Iran et les deux parties ont défini le nouveau mécanisme. Il semble qu'il soit, ou du moins qu'il soit en train de définir, mais les deux parties se sont mises d'accord sur ce nouveau système. Oui, et d'un autre côté, si on regarde J.D. Vance, tu disais à quel point 2028 est important pour lui. Oui, parce qu'il fait vraiment tout pour renforcer sa position. Si on regarde ce qu'il a fait ces 4 derniers jours, par exemple, il a participé à plusieurs podcasts aux États-Unis pour parler directement à la base, ces électeurs de Donald Trump, la base républicaine MAGA, en gros, pour les rassembler, les mobiliser et retrouver la dynamique qu'ils avaient avant le début de la guerre. Mais ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as mentionné, les Américains ne se préoccupent pas vraiment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourtant, comme tu l'as justement souligné, le détroit d'Ormuz a un impact sur l'économie américaine et met Donald Trump sous pression. Comment voyez-vous la manière dont l'Iran utilise le détroit d'Ormuz pour faire pression sur les États-Unis, notamment en lien avec la situation au Liban? Et jusqu'où peuvent-ils aller? Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Miranda. Il m'a dit que si Israël, puisque d'une certaine façon, Israël attaque des Libanais avec des tirs qui continuent, parfois de petits affrontements, parfois de plus grands, eh bien, il m'a dit en gros que si ces choses se répètent encore et encore, l'Iran finirait par attaquer Israël. Ce ne serait plus seulement une question du détroit d'Ormuz. L'attaque viserait directement Israël. Et selon vous, l'administration Trump serait-elle capable de gérer une telle situation avant qu'on en arrive à la guerre? Ou bien risquons-nous une nouvelle confrontation entre l'Iran et Israël? Il y a plusieurs points différents que j'aimerais aborder ici. D'abord, il y a une question que les Iraniens doivent régler entre eux, pas forcément en public. C'est de savoir si, pour dissuader une occupation du Liban par les forces israéliennes, ou de nouvelles attaques d'Israël contre le Hezbollah, le meilleur moyen est une attaque iranienne contre Israël, ou bien une riposte, disons plutôt une riposte, contre les bases américaines et les bases arabes qui accueillent les États-Unis dans le Golfe. À mon avis, c'est la deuxième option, pas la première. En d'autres termes, les États-Unis vont contrôler Israël si les actions israéliennes au Liban ou contre l'Iran menacent le processus électoral présidentiel, les élections de mi-mandat en novembre, et ensuite la succession présidentielle. Rappelez-vous, Vance est candidat parce qu'il en sait beaucoup plus que la plupart d'entre nous sur les capacités de Donald Trump à continuer de diriger le gouvernement. Il est conscient de ses problèmes de santé. Du coup, Vance ressent une certaine urgence à se rendre très visible maintenant, à se poser, en quelque sorte, comme le père de cet accord. Oui, il reconnaît le mérite de ce qu'il appelle l'accord Trump, mais c'est lui qui a tout à gagner ou à perdre, à la fois lors des élections de mi-mandat et ensuite dans la course à la succession. Alors, la vraie question c'est, comment l'Iran calcule-t-il qu'il peut faire tourner son économie et défendre le Liban face aux États-Unis et non face à Israël? Si j'ai raison, les électeurs américains, dans l'ensemble, ne se soucient pas vraiment de savoir si Israël tue des milliers de Libanais ou de Palestiniens chaque jour. Ce qui les préoccupe, ce n'est pas qu'Israël réagisse à une attaque iranienne, mais que ce soit les États-Unis qui le fassent. Et si cette réaction se traduit par l'ouverture ou la fermeture du détroit d'Ormuz, là oui, ça change tout. Désolé de t'interrompre, John, mais on a fait une déclaration, enfin, tu l'as faite, et je l'ai confirmée, selon laquelle les Américains ne se soucient pas de ce qui se passe au Moyen-Orient. Or, on sait bien que beaucoup de gens s'en préoccupent de ce qui se passe en Palestine, de la situation du peuple palestinien. Mais toi, tu parlais plus précisément des personnes qui ont voté pour Donald Trump. C'est bien ça?
C'est bien ça, exactement. Allez-y. Et pour être encore plus clair, ce qu'on appelle la base MAGA veut voir de la fermeté de la part des États-Unis. Il y a, dans cet électorat, un certain soutien aux objectifs juifs, israéliens et sionistes. Vance essaye de contrebalancer ça en s'adressant aux électeurs catholiques romains, qui sont beaucoup plus nombreux que les électeurs juifs, mais qui ne dépensent pas autant qu'eux dans le financement des campagnes présidentielles, n'est-ce pas? Donc ce que fait Vance, c'est mettre en avant son catholicisme romain. Il a publié un livre à ce sujet, et il a défendu les positions du pape Léon XIII sur ce qui constitue une guerre morale et juste, par opposition à un comportement illégal, criminel ou inacceptable sur le plan international. Et le génocide fait partie de ces sujets-là, même si Vance n'est pas encore allé aussi loin. Ce que Vance a dit, et on en avait parlé la dernière fois, Nima, c'est, dans une interview avec un journaliste catholique du New York Times à propos du christianisme, il a dit, en parlant d'Israël, de la communauté juive et du lobby sioniste à Washington, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes de sécurité nationale en tuant des gens. Je le répète, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes de sécurité nationale en tuant des gens. C'est un avertissement très, très direct adressé à toute la coalition de Netanyahou, qui d'ailleurs doit aussi affronter des élections bientôt, disons d'ici octobre. Et il n'y a qu'un seul candidat qui s'oppose à ça, à l'idée de régler chaque problème par la violence. Ce n'est pas Naftali Bennett, qui est bien candidat, qui a déjà été aux côtés de Netanyahou et qui a même été Premier ministre avant lui. C'est Gadi Eisenkot, un ancien officier de l'armée. C'est le seul candidat en lice qui en quelque sorte s'oppose à l'idée que tuer soit une solution. Voilà où en est Vance, et tu as raison de le souligner. Il doit d'abord remporter l'investiture républicaine. Et il doit satisfaire la base Trump-MAGA. Il se montre dur, il ne cède rien, il ne donne pas d'argent. Par exemple, rediriger l'argent iranien, une fois débloqué, vers les agriculteurs américains. C'est l'un de ses slogans. Donc tout ça se passe, oui. Mais la question stratégique essentielle pour l'Iran, c'est la suivante. Si le pays continue à faire tourner l'horloge de l'usure et garde la main sur le détroit d'Ormuz, alors la menace de faire grimper les prix intérieurs et l'inflation américaine devient une arme redoutable à Washington. Et c'est une arme bien plus puissante pour Vance en tant que candidat, plus puissante que tout ce que le lobby israélien peut opposer. La vraie question, du coup, c'est de savoir comment l'Iran peut, dans la situation actuelle, montrer qu'il contrôle le mécanisme des prix du pétrole mondial. John, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. John, something amazing just happened. Yesterday, I talked with Elijah Magnier. Hier, j'ai parlé avec Elijah Magnier. Oui, c'est ça. Il m'a dit qu'on discutait du cas du Liban et de la façon dont l'Iran pousse pour un retrait total du Liban, un retrait israélien du Liban. Et quand on est sorti, il m'a dit hors antenne, quand ce n'était plus en direct, « Demain, écoute bien ce que le gouvernement libanais va dire. Ils vont s'attribuer le mérite de ce que l'Iran a fait concernant le retrait des forces israéliennes. » Et là, la nouvelle vient de tomber. Le président libanais, Michel Aoun, a appelé à la fin de l'occupation israélienne du sud du Liban en déclarant que le pays n'accepterait rien de moins qu'un retrait israélien complet. C'est la première fois qu'il parle de cette manière. Elijah m'avait dit hier qu'il allait dire exactement ça. C'est incroyable de le voir se réaliser. Eh bien, c'est un développement important. C'est un vrai tournant. Maintenant que le président du Liban est rentré de ses réunions à Washington, où il n'a absolument pas dit ça. Et demain, s'il y a le moindre réajustement d'équilibre à Washington ou à Tel Aviv, ce président du Liban changera encore de position. Je ne critique pas l'interprétation de M. Magnier.
La politique libanaise est aussi souple et mouvante qu'ailleurs. Mais si on en vient à constater que le retrait total des forces israéliennes du Liban correspond à la position commune arabe, pas seulement libanaise, arabe et iranienne, alors Vance devra modifier la sienne. Mais souvenez-vous de ce qu'il a dit. Je regarde mes notes pour vous lire exactement ses propos. Mais en gros, il a affirmé dans son exposé que selon vous, Israël n'avait aucune intention de garder le sud du Liban. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est très clair que du côté du bloc Netanyahou, ils s'y attendent tout à fait. Mais ensuite, ce que Vance a fait, c'est poser une condition. Il a dit que le problème, c'est que le Hezbollah menace Israël. Et donc, pour qu'Israël assure sa sécurité, il lui faut cette fameuse zone tampon au sud du Liban. Donc, du point de vue américain, sur le plan des négociations, on est très loin d'une position arrêtée ou définitive. Ce n'est pas du tout acquis que Vance, ni que Trump d'ailleurs, ait l'intention de pousser au retrait total d'Israël du sud du Liban. Et rappelons-nous ce que Trump a tweeté. Peu importe ce que le président du Liban vient de dire. Ce qui compte, c'est qu'il se range pour une fois du côté du Hezbollah. C'est un changement, oui, mais un changement temporaire. En politique libanaise comme partout ailleurs, tout est temporaire. Trump a déclaré que le Hezbollah devait cesser de tirer sur Israël, n'est-ce pas? Et il a ajouté que sinon, les États-Unis avaient des options militaires. Vance, lui, a essentiellement répété la même chose. Donc, ce qu'on voit, c'est un déplacement tactique important à Beyrouth. C'est positif, du point de vue anti-impérialiste, du point de vue iranien aussi. Ce qu'il est moins, c'est la question de savoir comment imposer ce retrait d'Israël face à une majorité israélienne importante dans le pays, en pleine période électorale. Et je ne sais pas ce que le candidat Eisenkot va dire à ce sujet. Est-ce qu'il est pour un retrait face à Netanyahou? On verra bien. Mais est-ce que Vance dit? Est-ce que Trump dit? Est-ce qu'ils disent « Nous voulons un retrait total d'Israël pour protéger la sécurité d'Israël » ? Non, ils n'ont pas dit ça. Ils sont encore très loin de le dire. Alors comment l'Iran pourrait-il faire appliquer cela? Eh bien, on se répète. Le détroit d'Ormuz, le contrôle du passage des navires, la sécurité des navires, tout ce qui détermine s'ils peuvent entrer ou sortir, les assurances et toutes les autres questions liées à l'ouverture du détroit. Et enfin, la libération à la fois du pétrole iranien et des fonds iraniens. Si les États-Unis continuent à remettre en question tout ce qui vient d'être convenu à huis clos dans la salle de négociation, alors l'Iran en déduira qu'il ne peut pas faire confiance à ce que disent les Américains. Il ne peut pas faire de compromis. Il ne peut pas conclure d'accord. Il ne peut pas échanger à la table des négociations parce que les Américains se retournent ensuite et renversent complètement le sens de ce qui a été dit. Et c'est aussi un problème dont on parlera plus tard. Pour la Russie, négocier avec le régime Trump, contre Trump lui-même et contre les Européens, c'est impossible. On ne peut pas négocier avec eux. Ils concluent un accord sur une base, puis ils en inversent le sens dès qu'ils sortent de la pièce. John, c'est pas très juste, mais laisse-moi quand même te pousser à spéculer un peu sur J.D. Vance, sur son avenir et sur l'accord. Qu'est-ce qui compte le plus, selon toi? Mettre la pression sur Israël, le forcer à quitter le Liban et obtenir un accord? Ou bien rester aux côtés d'Israël au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, mener les combats d'Israël, les guerres d'Israël, et risquer de perdre en 2028? D'après toi, quelle option est la plus probable pour J.D. Vance? Eh bien, en parlant en tant qu'ancien candidat et ancien membre du personnel de la Maison-Blanche,
quelqu'un qui connaît plutôt bien les campagnes politiques, même si ça remonte à longtemps. Il faut comprendre que les candidats à la présidence, et je l'ai déjà dit, sont des robots programmés, des robots conçus pour ça. Leur programmation, c'est un mélange de calculs sur les voix et sur l'argent. Comment attirer des électeurs? Comment garder l'argent pour acheter ces voix? C'est comme ça qu'ils doivent penser. C'est aussi prévisible que la manière dont un officier militaire utilise ses armes, d'accord? Alors, ce que Vance doit faire maintenant, c'est rassembler le vote non-juif, disons le vote chrétien, sur lequel il fonde sa campagne actuelle pour l'investiture, sans pour autant se mettre à dos les électeurs juifs. Mais au fond, tout ça repose sur un calcul. S'il parvient à décrocher l'investiture républicaine, il gagnera l'élection, parce que les démocrates sont trop divisés et trop faibles. Gardez à l'esprit que leur candidate favorite pour 2028, c'est Kamala Harris. Donc, les républicains peuvent, et c'est compréhensible, que ce soit Trump, Vance, Rubio ou un autre, se dire, bon, on peut battre n'importe quel candidat que les démocrates présenteront, du moins à ce stade du jeu. Alors, dans le calcul de Vance, la première chose la plus fondamentale, c'est de décrocher l'investiture républicaine. Il doit d'abord garder le soutien du mouvement MAGA pour dissuader Trump de transmettre la succession à son fils. Le MAGA, c'est un mélange de chrétiens pro-Israël, d'argent juif dans une certaine mesure et d'un ensemble d'autres courants qu'on n'a pas besoin de détailler ici. Vance ne peut pas s'opposer à Israël de manière aussi ouverte. Il doit espérer que les élections en Israël fassent émerger Eisenkot et non Netanyahou. C'est plus facile pour lui de dire aux partisans de MAGA « Netanyahou est la cause de vos problèmes ». On peut être dur avec les Arabes, aussi ferme envers l'Iran que vous voulez qu'on le paraisse. On peut être militairement victorieux. Ce sont tous des thèmes que Trump sert à son électorat. Mais on peut s'en prendre à Netanyahou, à Smotrich, à Ben Gvir, à ses autres ministres. Il peut donc dire « Je ne suis pas contre Israël, je ne suis pas contre les Juifs, je ne suis pas contre le lobby sioniste, je suis contre Netanyahou ». Il peut le faire. Et Trump d'ailleurs a déjà menacé d'aller jusque-là. Donc ça, c'est son premier calcul. Son deuxième calcul, c'est de maintenir les électeurs républicains responsables et d'éviter la disparition des électeurs noirs, asiatiques et hispaniques qui ont voté pour Trump et qui sont très inquiets de l'inflation, du coût des soins de santé, de tous les problèmes intérieurs. Il doit les garder avec lui. Et il les garde en mettant l'accent sur les questions intérieures. En gros, il a besoin de temps. Il ne veut pas que les discussions se terminent. Il veut qu'on lui attribue le mérite de les poursuivre. Vous voyez? Donc, si l'Iran ne met pas la pression sur le détroit d'Ormuz, puis sur le prix du pétrole, et ensuite sur l'inflation aux États-Unis, alors Vance peut faire ses calculs. Il peut se défendre face aux républicains, y compris face aux minorités à l'intérieur du Parti républicain ou de leur base électorale. Maintenant, ce qui se passera le 3 novembre sera déterminant parce que ça permettra de confirmer le calcul que vous m'avez demandé de faire pour lui. Je pense qu'il raisonne comme ça et on le voit dans la manière dont les sondeurs républicains qui travaillent pour Trump, comme la société Fabrizio et d'autres, font leurs calculs. Ils ne pensent pas perdre le Sénat. Ils vont perdre des sièges, oui, mais ils pourraient finir avec quelque chose comme 51 contre 49. Les démocrates vont progresser, c'est sûr, mais les républicains ne perdront pas le contrôle du Sénat. Premièrement. Deuxièmement, les démocrates obtiendront très probablement une courte majorité à la Chambre des représentants. Les républicains pourraient perdre jusqu'à une vingtaine de sièges. Les majorités de contrôle dans les deux chambres sont tellement étroites qu'à la Maison-Blanche, on se dit toujours qu'on peut gouverner même avec de faibles majorités contre soi. On peut les amadouer.
Et c'est exactement ce que Vance pensera. Mais pour lui, c'est essentiel de ne pas perdre sa base chrétienne. Il doit aussi s'assurer qu'il n'y a pas, disons, de désaffection du Parti républicain parmi les minorités qu'il essaye actuellement de séduire. Il doit regagner le vote des femmes par rapport à celui des hommes. Sur la question catholique de l'avortement, il perd les électrices aux États-Unis. Il doit les reconquérir. Donc, pour répondre à votre question, son calcul, c'est de maintenir sa base électorale. Je dois empêcher les défections au sein du Parti républicain. Et on verra bien ce qui se passera le 3 novembre. Si les choses se passent comme je viens de le dire, une courte majorité démocrate à la Chambre, une courte majorité républicaine au Sénat, alors Trump est à l'abri d'une procédure de destitution. Il n'y aura pas de majorité pour ça. Et il est aussi à l'abri d'une éviction par le 25e amendement, celui sur l'incapacité médicale. Il est protégé de ce côté-là aussi. Alors, entre novembre et la convention républicaine de 2028, quelle est la stratégie fondamentale de Vance? L'usure, une guerre d'usure contre l'Iran. Il doit inverser le rapport de force que l'Iran utilise contre lui. Continuer à parler, sans arrêt, continuer à parler. C'est ce qu'il a dit en Suisse. Et c'est exactement ce dont il a besoin maintenant. Yeah. John, moments ago, Russian President Vladimir Putin said Russia John, il y a quelques instants, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à engager des négociations de paix avec l'Ukraine sur la base des accords d'Istanbul. Il a ajouté que tout ce que fait le régime de Kiev n'est qu'une tentative de se donner un avantage au moment d'ouvrir ces négociations. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Nos unités avancent chaque jour. Jetons un œil à la situation sur le champ de bataille en Ukraine. Quelle est, selon vous, la position et la vision du président russe? What is your understanding and the position of the Russian president? There's nothing new in what President Putin has just said. Il n'y a rien de nouveau dans ce que le président Poutine vient de dire. C'est vrai qu'il y a une avancée lente vers l'ouest sur les 5 axes, avec les 5 armées sur le front. Ce qui reste, c'est que la région de Donetsk n'est pas entièrement occupée, pas totalement sous contrôle russe. La région de Luhansk, plus ou moins, oui. Les régions de Kherson et de Zaporizhia, non. D'importantes zones dans ces régions, qui font désormais légalement partie de la Fédération de Russie, ne sont pas sous contrôle russe. Elles sont sous contrôle ukrainien. Le problème, c'est qu'il y a une escalade de l'autre côté. La guerre des drones ukrainiens s'est intensifiée. On en a déjà parlé. Et tout ça a des effets très importants en termes de visibilité, de communication, de propagande politique. Et ça a aussi des effets psychologiques et économiques notables sur les Russes au moment où ils vont voter entre le 18 et le 20 septembre. Ce qu'il faut comprendre, si on veut rester dans la même logique de réalisme politique que j'ai appliquée aux États-Unis, à Israël et à l'Iran, c'est qu'il faut d'abord appliquer ces mêmes grilles d'analyse et d'interprétation à la Russie. Le président Poutine parle souvent de manière contradictoire, parfois dans la même phrase. Tous les bons politiciens font ça, parce qu'ils pensent pouvoir ainsi équilibrer différents électorats et garder la majorité. C'est ça le point essentiel. Il peut donc dire une chose aujourd'hui et une autre demain, avec des nuances de sens. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il dit vraiment à propos des négociations? Et c'est une question cruciale en politique, un débat particulièrement âpre et intense à Moscou en ce moment. D'un côté, Poutine ne cesse de dire « j'ai confiance en Trump ». Il lui souhaite un joyeux anniversaire avec beaucoup d'amabilité. Il fait tout pour se montrer agréable et conciliant envers lui. Pourquoi? Pour des raisons stratégiques. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle la formule d'Anchorage. C'est l'accord que Poutine affirme avoir conclu avec Trump à Anchorage, en Alaska, en août de l'année dernière. L'élément clé, c'est que Trump aurait proposé une garantie américaine
pour la sécurité de la Russie en Europe, pas seulement sur le champ de bataille ukrainien. Or, ces dernières heures, le président Poutine a autorisé son porte-parole, Yuri Ushakov, ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, à déclarer que la formule d'encourage ne fonctionne plus. Nous ne pouvons plus compter sur les États-Unis, c'est-à-dire sur Trump, pour assurer une telle garantie de sécurité. Ce qui reste à trancher, c'est ce qu'on laisse de côté. La ligne Poutine, disons Ushakov, Dmitri Peskov, le porte-parole, Kirill Dmitriev, le négociateur spécial avec les Américains, ainsi que les ministres chargés de la politique intérieure, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale. Tous veulent une guerre plus courte et de meilleures relations avec les États-Unis. Et à vrai dire, ils n'ont jamais été favorables à la guerre dès le départ. En face, il y a l'autre camp, les services militaires, l'état-major, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, représenté par Sergueï Lavrov, et les services de renseignement. Eux sont convaincus que les États-Unis et l'Europe s'allient pour mener une guerre permanente contre la Russie. Et si le champ de bataille ukrainien ne peut pas être gagné de façon décisive, ils continueront sur d'autres fronts. Le problème avec Istanbul, et vous venez de le rappeler, c'est que le président Poutine a fait référence à Istanbul. En 2022, Istanbul n'imposait aucune restriction sur la guerre par drone. Aucune. Donc, la question de la sécurité de la Russie en Europe ne se limite pas à l'Ukraine comme plateforme de guerre par drone, ni à l'escalade de cette guerre depuis l'Ukraine vers la Russie, contre la Crimée, contre les routes, les voies ferrées, les lignes de bus et les écoles des nouvelles régions russes. Le problème, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi l'extension de la guerre par drone ukrainienne à l'Allemagne, qui fabrique des drones pour frapper la Russie, au Royaume-Uni, qui fait la même chose, à la Lettonie également, et ainsi de suite. L'ensemble de l'OTAN est devenu une plateforme pour ce nouveau type de guerre, disons-le, contre la Russie. C'est l'ancien objectif. Donc, un test immédiat pour savoir si le président Poutine veut vraiment une solution militaire sur le champ de bataille en Ukraine, c'est de voir s'il acceptera de recevoir à nouveau Stephen Witkoff et Jared Kushner au Kremlin pour en discuter. Or, c'est quelque chose qu'Ushakov a répété à plusieurs reprises. La Russie est prête à accueillir Witkoff et Kushner de nouveau au Kremlin dès qu'ils auront terminé leur travail sur le dossier iranien. Mais ça, c'est inacceptable pour la faction à Moscou qui affirme que Witkoff et Kushner ont déjà montré en Iran que rien de ce qu'ils disent ne peut être pris au sérieux, ni même considéré comme honnête. Pour eux, ce sont des gens corrompus. Ce sont des menteurs. Ce sont des agents de tromperie. Et plus ils participent, plus leur position devient, disons, ambiguë sur l'Iran, pour rester poli, et moins ils devraient être les bienvenus à Moscou. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien apporter au Kremlin qui n'est pas déjà livré? Et si ce qu'ils ont livré, c'est la fameuse formule d'encourage, eh bien, les Russes n'y croient plus. Donc, le vrai test pour savoir s'il y a un changement à Moscou, ce n'est pas l'avancée à l'ouest. C'est plutôt lié au renforcement des flottes de pétroliers russes alors qu'elles sont attaquées à l'étranger, en haute mer. Mais il faut garder à l'esprit que une des choses que Trump vient de faire, c'est de ne pas renouveler, on l'a déjà dit, la dérogation sur les ventes de pétrole pour la Russie. Il l'a accordé à l'Iran, mais pas à la Russie. C'est un acte hostile. Qu'est-ce que Witkoff et Kushner ont à dire là-dessus? Réponse: rien. Alors la vraie question, c'est de savoir si la Russie est prête à accepter cette nouvelle réalité. Est-ce que le président Poutine est prêt à l'accepter, lui qui reconnaît que c'est devenu trop évident, et à faire face au fait que les Russes subissent maintenant l'inflation du pétrole, ou de la benzine, comme on dit en Russie. Il y a aussi cette angoisse psychologique qui monte.
quand on s'endort le soir sans savoir s'il y aura une alerte aérienne pendant la nuit. C'est une inquiétude grandissante. Il ne faut pas la sous-estimer. Je la ressens à travers les gens qui travaillent avec moi. Je l'aperçois dans toutes les conversations que j'ai. Il y a un effet psychologique réel. Non pas que la Russie soit en train de perdre la guerre, mais que le prix qu'elle paie ne cesse d'augmenter. Et l'armée russe, elle, est désormais comptée sur pour défendre le pays d'une manière nouvelle. Mais comment négocier la sécurité face à cette forme de guerre par drone, qui n'est pas une invention de Zelensky? C'est une opération européenne et américaine. Et si c'est bien le cas, le premier test sera que Witkoff et Kushner n'auront rien à dire que nous ne sachions déjà, et qu'ils n'agiront pas de manière à encadrer ou à réduire le risque lié à la guerre par drone. Si c'est leur attitude, ils ne seront pas les bienvenus à Moscou. Et si cela se produit, il n'y aura pas d'annonce officielle. Ce sera simplement qu'ils ne viendront pas. La visite sera reportée indéfiniment. Voilà comment, à mon avis, il faut lire la situation actuelle des luttes de pouvoir à Moscou. Oui. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci, Nima. En ce moment, la situation évolue très vite dans chacune des capitales dont on a parlé. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander à notre public de comprendre que le réalisme politique actuel ne laisse pas beaucoup de place à l'espoir, ni à une confiance mal placée. C'est pour ça que j'attends avec intérêt l'épisode de la semaine prochaine pour voir où on en sera et mesurer à quel point les choses auront changé par rapport aux semaines précédentes. Oui, voilà. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Allez voir John. Comme vous le voyez à l'écran, c'est johnhelmer.net. Vous pouvez suivre John sur son site. Merci, John. Merci encore, Nima. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. See you next week.